Bienvenue à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, le rendez-vous des chaînes parlementaires. 45 minutes pour refaire l'actualité politique et parlementaire avec Mickaël Zamès. Bonjour Katia. Blocage, pénurie de carburant, perturbations, manifs et grèves, la contestation contre la loi qui réforme le travail ne faiblit pas. Le gouvernement cherche désespérément comment sortir de la crise et chacun campe sur ses positions. Manuel Valls ne cède pas, Philippe Martinez non plus. À l'origine de la colère, l'article 2 qui fait primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Il sème la zizanie au plus haut sommet de l'État. On ne touchera pas à cet article pour Matignon et François Hollande. Et au milieu du tumulte, les députés ont débattu sur la loi Sapin 2 qui renforce la lutte contre la corruption et la transparence dans les entreprises. Le vote des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants serait contraignant. C'est en tout cas ce que prévoit un amendement socialiste voté en séance. Notre invité pour commenter toute cette actualité très riche, Benoît Paru, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains, maire de Châlons-en-Champagne, très proche évidemment d'Alain Juppé. On parlera de toute cette campagne autour d'Alain Juppé dans la dernière partie avec notre partenaire du Figaro. On va commencer évidemment cette semaine, Katia, avec les blocages en tout genre. Et oui, lundi, la France qui redécouvre la pénurie et les files d'attente. Raffinerie bloquée, station-service à sec. Les opposants à la loi travail maintiennent la pression pour que le gouvernement retire son texte. Pas question de céder pour Matignon. Face à face tendu avec Philippe Martinez. Chacun joue sa crédibilité. Sandra Cerquera. Et vous comprendrez que, évidemment, je sois très déterminé. Le gouvernement et le Premier ministre en particulier jouent un jeu dangereux. Un dialogue de sourds entre Manuel Valls et Philippe Martinez. Le face-à-face vire à l'affrontement. Manuel Valls, inflexible, ne peut se permettre de céder du terrain. C'est ancien, c'est conservateur. Prendre ainsi en otage les consommateurs, notre économie, continuer des actions qui visent à faire retirer le texte, mais ça n'est pas démocratique. En chute libre dans les sondages et fragilisé par une partie de sa majorité, toute nouvelle concession sur la loi travail est impensable. Manuel Valls est contraint d'être ferme, d'afficher son autorité, tenir bon pour montrer sa capacité à réformer. Plutôt que d'être dans une posture qui, de notre point de vue, est plus une posture de préparation d'une future candidature au présidentiel qu'une écoute réelle des attentes des salariés et des citoyens de ce pays. Il y a un gouvernement qui est autoritaire, qui refuse tout débat. En face, Philippe Martinez, qui continue de demander le retrait de la loi, n'a lui aussi pas beaucoup plus de marge de manœuvre. Arrivé à la tête d'un syndicat en pleine crise, il est contraint de radicaliser sa ligne. Philippe Martinez joue son va-tout. Il en va de la survie de la CGT, menacée par la montée en puissance de la CFDT. Alors, Manuel Valls doit-il tenir bon face à Philippe Martinez, comme par exemple Gerhard Schröder en son temps, qui conduisait sans faillir la réforme du marché du travail en Allemagne? Si je peux me permettre, la comparaison a une limite quand même. C'est que dans les réformes de Gerhard Schröder, il y avait des contenus. Dans la réforme du Code du travail qu'on nous propose, il n'y a plus beaucoup de contenu. Il y avait quelque chose de raisonnable dans ce qu'on appelait la V1, la version 1, qui a été très largement expurgée avant même d'arriver au Conseil des ministres et donc au Parlement. Et la V2 que nous avons, il y a des petites choses, mais enfin qui restent des petites choses. Donc la comparaison avec Gerhard Schröder, qui lui a vraiment réformé l'Allemagne, et ce qu'on nous propose là, a atteint, me semble-t-il, Mais vous êtes certaine les limite. seuls à dire qu'il faut qu'il tienne et surtout qu'il ne supprime pas cette loi. Je pense qu'il ne faut pas effectivement supprimer cette loi. Mon raisonnement serait le suivant. Cette loi ne me paraît pas exceptionnellement bonne. Il n'y a pas grand-chose dedans, peu de contenu, et j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Mais une fois que cette loi existe et qu'elle est contestée comme elle est contestée, lâcher, c'est saper l'autorité de la démocratie, l'autorité de l'État, parce que ça consisterait à dire que celui qui bloque, casse, est violent, a raison contre celui qui est le tenant de la démocratie, le représentant légitime de la démocratie. Et la démocratie ne doit pas lâcher, que le pouvoir soit de droite ou de gauche, ne doit pas lâcher face aux casseurs. Face à la CGT, c'est la CGT qui gouverne aujourd'hui? En l'occurrence, c'est la CGT qui essaie de gouverner. Qui essaie de gouverner dans la rue, mais qui essaie de gouverner aussi, si j'ai bien compris, dans les médias. On a un peu trop passé sous silence ce qui s'est passé hier, mais qui est quand même un truc totalement surréaliste. Une tentative de prise de contrôle éditorial des médias sous peine de grève. Soit vous passez mes messages, soit
Vous ne paraissez pas. C'est un C'est une prise chantage. d'otage des médias. C'est une chantage à la démocratie, c'est une chantage aux médias qui est probablement scandaleuse. Les prémices de choses qu'on a vues dans d'autres temps et qu'on ne voudrait pas revoir en France. Alors, un petit peu plus tard dans la semaine, Manuel Valls s'est exprimé devant l'hémicycle. Je vous propose de l'écouter parce que c'est toujours en relation avec la CGT. Je respecte cette organisation, son histoire, ses militants et ses dirigeants. Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue. Mais la CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Est-ce que la CGT outrepasse son rôle? Bien sûr, la CGT outrepasse son rôle. La CGT a le rôle de défendre ses syndiqués, Donc Manuel Valls a le une raison rôle de de faire ce rappel à défendre l'ordre. ses salariés, a le rôle de défendre effectivement son point de vue, Mais en pas de restant bloquer dans le des pays. bornes démocratiques qui sont ce qu'elles sont, et pas plus un parti d'extrême droite qu'un syndicat d'extrême gauche n'a le droit de bloquer le pays. C'est pareil, les comportements sont les mêmes, les attitudes sont les mêmes. Le parti pris de ces extrémismes qui consiste à dire « j'ai raison et donc écrasez-vous ». Parce que c'est ça le message que veut passer la CGT. J'ai raison, je représente les salariés, au nom de quoi, j'en sais rien, disent-ils qui représentent les salariés, et donc écrasez-vous parce que j'ai raison. Mais comment fait-on? ça, perdez-moi de vous dire effectivement que je comprends parfaitement l'attitude du Premier ministre de ce point de vue-là, qui consiste à dire la loi, c'est le Parlement, la loi, c'est pas la CGT. Et que peut-il faire de plus, à part dire ça clairement devant la Tenir bon, tenir ferme, national. débloquer. Et négocier, ceux quand même, qui veulent ouvrir la bloquer. porte. Mais ouvrir la porte tout le temps, toujours, bien évidemment. Mais L'un là, n'empêche là, pas l'autre. vous avez Mais bien vu que la CGT dit j'ai cru non. comprendre que la CGT, vous savez, il y a un truc qui est très simple dans une démocratie. On discute le plus longtemps possible. Et puis ensuite, il revient au pouvoir politique de trancher, d'arbitrer, de prendre la décision. Et ce n'est en aucun cas au pouvoir politique de lâcher contre un syndicat dont ce n'est pas la fonction. Si la CGT veut basculer dans le champ politique, qu'il passe par le Parti communiste pour le faire, qu'ils nous montrent qu'ils sont capables de faire un peu plus que 4 ou 5% aux élections, Ils ne et sont pas vraiment responsables, une selon vous majorité. Mais c'est pas ça, c'est que chacun dans son métier, chacun dans son rôle, chacun dans sa fonction démocratique. Le rôle d'un syndicat est de représenter les salariés, de discuter avec le patronat, de discuter avec le gouvernement Les pour des autres passent leur changements. rôle. Et une fois que la discussion est close, s'il y a un constat de désaccord, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le syndicat qui doit l'emporter. On va y revenir, mais je vous propose de reprendre le cours des affaires parlementaires, puisque la justice était à l'ordre du jour mardi. Les députés ont voté 2 textes, l'un pour rendre la justice plus efficace, avec des dispositions qui facilitent par exemple le divorce, et un projet de loi organique pour réformer le statut des magistrats. Le texte est examiné en première lecture, porté par Jean-Jacques Urvoas. C'est la dernière grande loi du quinquennat. Alors Benoît Apparu, contrairement à la loi travail, ce texte semble plutôt consensuel. Il prévoit notamment le divorce par consentement mutuel sans juge. Les LR ont majoritairement voté contre. Pour vous, ce projet ne va pas dans l'intérêt des Français ? Il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes dans ce projet-là. Je pense que notamment décharger les tribunaux d'un embouteillage lié aux procédures de divorce par consentement mutuel peut être une bonne chose. Par contre, il y a d'autres éléments dans ce texte de loi qui ne correspondaient pas au choix qui était sous des députés républicains, et donc on n'a pas souhaité le voter. Je pense par exemple que tous les débats autour du CSM ne me paraissent pas correspondre, Conseil supérieur de la magistrature, ne me semble pas correspondre à ce que l'on attend. Moi, je souhaite qu'on ait évidemment une indépendance du CSM, mais la composition ne nous convient pas. Tous les débats autour notamment de la liberté, entre guillemets, des juges me paraît indispensable, du procureur me paraît tout aussi indispensable. Par contre, il y a une différence, me semble-t-il essentielle, c'est que le procureur représente l'autorité de l'État. Et je ne souhaite pas de ce point de vue-là qu'on coupe le lien organique entre le procureur et l'État sur les procédures pénales. Le texte prévoit aussi la suppression des tribunaux pour mineurs, dont on dit qu'ils ne se servent pas à grand-chose. C'est une mesure emblématique de Nicolas Sarkozy. Vous trouvez que c'est une décision logique ? Je ne trouve pas que ce soit une décision logique. Quand une juridiction ou une administration, quelle qu'elle soit, ne fonctionne pas, on se pose la question de savoir pourquoi elle ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut la réformer ? Parce qu'elle me paraissait avoir un sens. La justice des mineurs est une justice atypique, avec des réglementations et des lois atypiques. Il faut donc, me semble-t-il, des juridictions atypiques. Tout ce qui avait été fait sous le quinquennat précédent en matière de justice a été balayé. Globalement, oui, et notamment des mesures qui me paraissaient essentielles comme les peines planchées. Je vous rappelle l'idée des peines planchées, c'était de dire que
certes, il y a des peines plafonds. Vous savez, quand vous dites vous êtes condamné susceptible de 10 ans de prison, c'est ce qu'on appelle un plafond. Mais l'idée, c'était de dire peut-être qu'il faut mettre un plancher pour qu'effectivement, notamment les multirécidivistes, n'écopent pas de petites peines de prison et que le juge soit quelque part contraint de dire au minimum 7 ans. Donc si vous revenez au pouvoir, c'est quelque chose... Les peines planchées, nous avons effectivement proposé dans le programme qu'a présenté Alain Juppé sur la justice, le retour sur des peines planchées pour qu'effectivement il y ait un plafond, c'est normal, un plancher, ça me paraît normal aussi. Mais nous, apparu dans l'actualité parlementaire encore, on a entendu ce coup de gueule des chercheurs, notamment des prix Nobel français qui se sont mobilisés contre les coupes budgétaires. Je vous propose les explications de Jean-Baptiste Daoulas, on y revient juste après. Pour la Commission des finances, c'est non. Pas question de couper 114 millions d'euros dans les crédits de la recherche et de l'enseignement supérieur, comme le souhaiterait pourtant le gouvernement pour faire des économies. Il y a eu un vote en commission à une très large majorité pour dire qu'on ne pouvait pas gréver ainsi le budget de ces organismes comme le CNRS qui préparent l'avenir. Le vote de la Commission des finances est simplement consultatif. Le gouvernement n'est pas obligé de le respecter, mais symboliquement, c'est un désaveu. Les députés de gauche comme de droite y sont opposés. Ça n'est pas dans le domaine de la recherche qu'il faut pratiquer les coupes de manière prioritaire. C'est toutes les voix de droite et de gauche qui se sont unies pour dire attention, pas la recherche, trouvons d'autres solutions. Et beaucoup de solutions d'ailleurs ont été proposées en commission des finances. On est à la disposition du gouvernement pour lui trouver des solutions. Quelques minutes plus tard, pendant les questions au gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale a promis que les coupes ne changeraient rien au quotidien des chercheurs. Les annulations qui sont prévues dans le cadre de ce décret d'avance sont des mesures qui n'auront aucun impact sur l'activité des organismes de recherche. Il s'agit de recalibrer les fonds de roulement et les trésoreries de ces organismes sans que jamais les dépenses de ces organismes, l'exécution de leur budget, les conditions de travail des chercheurs ne soient affectées. Najat Vallaud-Belkacem espère rassurer un monde de la recherche en ébullition. Depuis 2 jours, des chercheurs de premier plan ont tiré le signal d'alarme sur les coupes budgétaires. Alors le gouvernement fait des choix budgétaires. Vous, dans le programme d'Alain Juppé, vous proposez entre 85 et 100 milliards d'économies. Il va donc falloir aussi faire des choix. Est-ce que la recherche, est-ce que l'écologie pourrait être aussi victime de ces choix budgétaires? La recherche, non, jamais. Vous savez, en France, on a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle la compétitivité. Et on se compare avec les autres en termes de compétitivité. Et la recherche en fait partie. On centre souvent une question de compétitivité sur ce qu'on appelle la compétitivité coût, c'est-à-dire le coût du travail. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la compétitivité hors coût. Et dans la compétitivité hors coût, vous avez les éléments de code du travail, la loi El Khomri dont on parle en ce moment, et puis vous avez surtout ces éléments d'innovation qui sont la conséquence d'une recherche. Autrement dit, pour préparer la croissance dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si nous devons faire un choix, c'est d'investir dans la recherche, dans l'innovation. C'est ça qui prépare l'avenir. Donc pour moi, il faut non seulement pas y toucher, mais il faut augmenter les crédits liés au transfert de technologie, liés à l'innovation, pour que notre pays soit plus compétitif en la matière, parce que c'est ça qui va préparer l'avenir. Autant de crédits pour la police, pour la justice que pour la recherche? Je pense que notamment sur les questions de... Vous savez, quand vous n'avez plus beaucoup de sous et que vous voulez faire des économies, vous devez prioriser encore plus vos choix. Et prioriser ces choix, c'est dire, c'est jamais simple, c'est dire par exemple effectivement qu'il faut, sur la justice, sur la sécurité, être à 0. C'est pas être à plus, c'est être à 0 et jouer sur les équilibres par rapport à ça. Mais sur la recherche, pour ce qui me concerne, je serais volontiers partant pour faire des investissements massifs en matière de recherche. Enfin, dernier point, si vous voulez, bien par rapport à l'argumentaire de la ministre de l'Éducation nationale, qui est assez intéressant. Alors justement, est-ce qu'elle dit la vérité? Je ne sais pas. Qu'elle touche pas au... Je ne sais pas. Qu'elle touche pas au budget des chercheurs. Elle a dit qu'elle... Ce que je trouve intéressant, c'est quoi? Il y a vraiment un point de fonctionnement qui me pose problème. Si je comprends bien, on parle de plus d'une centaine de millions d'euros. C'est pas 114, très exactement. 114, pour être très précis. C'est pas des petits sous. C'est pas des petits budgets. Et donc, si je comprends bien, nous pourrions, dans les budgets du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et du CNRS, les 2 grandes institutions de recherche touchées, nous pourrions trouver 114 millions d'euros, comme ça, sans aucun problème, sans que ça ne pose aucun problème sur le fonctionnement du CEA, sans que ça ne pose aucun problème sur l'investissement de la recherche. Enfin, si c'est vrai, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça veut dire qu'on pourrait trouver 115 millions d'euros, 114, comme ça, d'un coup, sans aucun problème. Non, non, on vous promet, c'est rien du tout, c'est juste un peu de trésorerie qu'on gratte. Vous n'y croyez pas. Ça veut dire qu'on pourrait gratter, donc de 2 choses l'une. Soit c'est faux, et c'est grave, soit c'est vrai, et c'est tout aussi grave, parce que laisser 115 millions d'euros quelque part dormir
dans des institutions de recherche, parce que s'ils ne servent à rien, s'ils ne sont pas graves, ça veut dire qu'ils dormaient. Et là, c'est tout aussi grave. Quoi qu'il en soit, c'est grave, on a compris. Alors on revient mercredi, la crise sociale paralyse la France et le gouvernement tente de trouver une issue de secours. Policiers et gendarmes sont intervenus pour débloquer des raffineries au nom du rétablissement de l'ordre public. La manière forte, oui, mais jusqu'où faut-il réquisitionner les grévistes? Certains le souhaitent, mais le gouvernement compte ses forces et ses moyens. Olivier Boulinck. Le gouvernement le dit clairement. Il ne laissera pas le mouvement de grève dans les raffineries paralyser le pays. On doit aussi faire en sorte qu'en même temps qu'on libère des dépôts, qu'on assure l'approvisionnement, on le fasse avec le souci à la fois de la mesure. Mais la détermination est réaffirmée et totale. Pour cela, l'État dispose de plusieurs moyens. Lever les blocages, comme à Douchy-les-Mines ou Fos-sur-Mer par exemple. Faciliter le transport des hydrocarbures. Un arrêté publié par Alain Vidalis mercredi matin permet aux livreurs de déroger aux règles en matière de temps de conduite et de repos. Puiser dans les réserves, c'est ce que fait l'État depuis quelques jours et il est possible de tenir comme ça 4 mois. Autre mesure que la droite appelle de ses voeux, réquisitionner le personnel gréviste. Une mesure pour l'instant écartée par l'exécutif, même si elle n'est pas taboue. Lorsque des salariés vont empêcher d'autres salariés de travailler, c'est-à-dire font des blocages, à ce moment-là, le gouvernement intervient et la réquisition n'est pas un mot tabou. Mais... Une mesure déjà utilisée en 2010 lors de la contestation sur la réforme des retraites. Une limitation du droit de grève autorisée par la loi quand elle concerne les secteurs dits stratégiques. C'est le cas des hôpitaux par exemple. Seulement voilà, le secteur pétrolier n'en fait a priori pas partie. Il y a 6 ans, un tribunal administratif avait cassé un arrêté de réquisition du préfet de Seine-et-Marne. Celui-ci avait dû invoquer un possible trouble à l'ordre public pour obliger une partie du personnel à travailler. Alors, la situation ne s'arrange pas, loin de là. Est-ce qu'il faut, dans ce cas, réquisitionner les personnels grévistes, comme la droite l'avait fait en 2010? Est-ce que ce serait marquer l'autorité de l'État? Oui, bien sûr. À partir du moment où nous considérons que ces blocages touchent des secteurs stratégiques pour l'économie française. C'est le cas. C'est le cas, bien évidemment. À partir du moment où nous considérons qu'effectivement, il y a un risque pour l'économie française, pour que, on le voit bien, on a un certain nombre d'artisans déjà qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont plus d'essence. Chez moi, à Châlons-en-Champagne, on n'a pas été touché par des problèmes de pénurie, mais on voit bien en rencontrant les artisans leur inquiétude. Parce que si vous prenez un maçon ou un électricien, sa camionnette lui est indispensable pour travailler. Et s'il n'a plus d'essence, il ne peut plus travailler. Quand on en arrive à des situations de ce type-là, oui, me semble-t-il, il faut réquisitionner. Les intérêts économiques de la France sont menacés. Évidemment que les intérêts économiques de la France sont menacés à partir du moment où vous avez les Français qui ne travaillent plus ou qui ne peuvent pas travailler, à partir du moment où vous avez effectivement un certain nombre de secteurs d'activité économique qui n'ont plus la capacité de travailler, il faut en tirer toutes les conséquences. Pourquoi, selon vous, le Premier ministre ne prend pas cet engagement de réquisitionner? Vous lui poserez la question, j'imagine qu'il considère... La question lui a été posée dans les médias, il n'a pas répondu. J'imagine que c'est pour lui un pas de plus dans la fermeté qu'il ne veut pas franchir. J'ajoute, et c'est peut-être là, si on veut être juste sur le raisonnement, on a bien entendu dans votre reportage qu'il y avait des problèmes juridiques, c'est qu'on peut réquisitionner dans un certain nombre de secteurs. Si le secteur en question, aujourd'hui, ne sont pas réquisitionnables, il faut probablement revoir la liste en question pour se dire qu'effectivement, le secteur des hydrocarbures, le secteur énergétique, doit mécaniquement faire partir de cette liste. Parce que si effectivement ce secteur n'y est pas, je ne vois pas ce qui pourrait y être. Dans les transports, il y a le service minimum. Est-ce qu'il faudrait le mettre en place également pour tout le service de l'énergie? Je parle du pétrole, je parle des centrales nucléaires. Je pense que tout ce qui est secteur centrale nucléaire, c'est une évidence, la question ne se pose pas. Je n'arrive déjà pas à imaginer un seul instant que les grévistes osent arrêter une centrale nucléaire. Ça me paraît tellement surréaliste que je n'arrive pas à y croire. Il y a quand même des j'imagine un instant ce que doit être en ce moment l'image internationale de la France. Elle n'est pas bonne. Il n'y a qu'à parcourir des journaux étrangers, des sites elle est déjà pas exceptionnelle, notamment pour ce qui concerne la capacité qu'on a à travailler en France, la compétitivité du pays, sur son attractivité. Là, et qui est responsable de la dégradation de cette image? Les deux. Le gouvernement d'un côté, les syndicats de l'autre. Donc le gouvernement est responsable. Oui, je pense que le gouvernement est évidemment responsable. Pourquoi? Parce que le gouvernement... je vous rappelle l'histoire de ce texte de loi. Quand ce qu'on a appelé la V1 sort, la version 1 sort, elle n'a pas
été négocié avec quiconque. Il n'y a pas un syndicat sur la V1 qui a été négocié avec le gouvernement pour préparer ce texte de loi. On a des premiers mouvements, notamment du côté étudiant. On stoppe ce texte avant qu'il arrive au Conseil des ministres, pendant 15 jours, pour négocier l'épisode, pour négocier. Autrement dit, on négocie après que le texte ait été écrit. Donc il y a une faute du gouvernement, effectivement, en matière de négociation syndicale sur ce texte de loi, une précipitation, une volonté de se montrer comme encore un réformateur dans la dernière année, parce qu'on est sur des choix principalement tactiques, permettant à François Hollande de se représenter ou non. Et donc l'erreur majeure du gouvernement est évidemment une erreur de méthode. Et aujourd'hui, on en arrive à cet enchaînement qui fait un truc absolument fabuleux, enfin fabuleux, en termes d'analyse politique, c'est qu'on a un texte dont les contenus sont relativement faibles et qui provoque un blocage total du pays. C'est cette contradiction-là. À la limite, je me dirais, on aurait des contenus puissants dans le texte de loi. On pourrait se dire, OK, il y a une légitimité, forme de légitimité à ces contestations. Mais c'est même pas le cas, il n'y a rien dedans. Alors justement, mais il reste l'article 2 peut-être à négocier. On voit tout ça avec Céline Martel. Qu'est-ce qui reste comme solution pour sortir de la crise ? Un article crée la pagaille dans la majorité. L'article 2 du projet de loi travail, censé donner la primauté aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Bruno Leroux, chef des députés socialistes à l'Assemblée, évoque de possibles concessions à ce principe, avant de se faire moins affirmatif. Je pense qu'il y a une discussion qui doit être ouverte sur le fait de laisser le paiement des heures supplémentaires à l'appréciation d'un accord d'entreprise ou de faire en sorte que ce soit ce qui a été discuté dans l'accord de branche. Je pense que cette question doit être ouverte. Je n'ai jamais parlé de réécriture. Réécriture, ça voudrait dire changer la logique. Face à des députés socialistes très divisés sur cette réforme, il semble que le Premier ministre tâtonne, entre discours de fermeté et volonté de ne pas braquer sa majorité. Il n'y aura, mesdames et messieurs les députés, ni retrait du texte, ni remise en cause de l'article 2, car c'est le cœur de la philosophie du texte. Il peut toujours y avoir des modifications, des améliorations. Seul Michel Sapin est explicite. On peut maintenir et le texte et les dispositions principales et être dans le dialogue. Peut-être qu'il faut toucher à l'article 2. Recadrage immédiat du Premier ministre par matinale interposée. On ne touchera pas à l'article 2. On peut toujours, mais on peut toujours améliorer, toucher tel ou tel aspect. On peut toujours le faire. Donc on peut toucher à l'article 2. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la philosophie de l'article 2, la négociation dans l'entreprise, ça, on n'y touchera pas. Depuis le Japon, le président de la République poursuit la bataille sémantique et déclare ce qu'a dit Valls sur l'article 2 et ce qu'il fallait dire. Et François Hollande est allé plus loin en cette fin de semaine parce qu'il a dit qu'il irait jusqu'au bout lui aussi. Comment on sort de la crise ? Déjà, on a là un montage qui est sublime. On touche pas, on touche pas, une petite virgule par-ci, une petite virgule par-là. Et effectivement, on a souvent parlé de couac depuis le début de ce quinquennat. Là, on avait quand même une image assez extraordinaire. C'est le sentiment que nous pouvons avoir qu'il n'y a pas de ligne. Et qu'il n'y a pas, au sein du gouvernement, avec sa majorité, son groupe parlementaire, une cohérence intellectuelle, une cohérence idéologique, une cohérence dans les mesures, où effectivement, grosso modo, ils ont fixé les bornes à ne pas dépasser. Et là, on voit bien, en écoutant 3 personnalités importantes, le ministre des Finances, le président du groupe, le Premier ministre, qu'on a 3 positions différentes et qu'on ne sait toujours pas si on touchera ou si on ne touchera pas. Et donc moi, ce que j'attends déjà du gouvernement, de la majorité, c'est qu'il y ait un front uni. Si on veut tenir, il faut un front uni. Donc une clarification. Sur on a souvent le sentiment, on dit souvent que celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus uni, qui est le plus cohérent. Là, les Français, quand ils écoutent ça, qu'est-ce qu'ils entendent ? X positions divergentes au sein de la majorité. Et donc, pour tenir, il faut dans un premier temps qu'il y ait une ligne de cohérence, une colonne vertébrale cohérente entre les uns et les autres. Une question, Benoît Apparu. Si la motion de censure arrive au mois de juillet, motion de censure déposée par la gauche, est-ce que vous, député de droite, vous voteriez cette motion ? C'est une blague. Je ne sais pas. La question a été posée à de nombreux députés. Je crois que c'est la formule consacrée maintenant entre les journalistes et les politiques. C'est une plaisanterie. Évidemment que non, je ne voterai pas cette motion de censure. Enfin, je rappelle qu'une motion de censure, sur la base d'une motion de censure, il y a un texte. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement pour telle et telle raison. Vous imaginez donc que la droite va signer avec l'extrême gauche
une espèce de plateforme politique commune pour dire voilà pourquoi nous voulons renverser le gouvernement. Le député LR veut voter cette motion. Il fera ce qu'il veut. D'accord. Mais pour ce qui me concerne, je considère que c'est une blague. Premier point. Deuxième élément, je vous rappelle que la conséquence logique, pas obligatoire, mais logique, d'une motion de censure, votée, adoptée, c'est que le gouvernement tombe, ça c'est une obligation, et qu'ensuite, il doit y avoir normalement une dissolution. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'à la crise économique, sociale, on veut être sûr de rajouter une bonne crise donc vous voulez politique pas rajouter de la crise pour être sûr, et évidemment qu'en 2017, Marine Le Pen emporte à la présidentielle. Un peu de sérieux ne ferait de mal à personne. Alors, revenons à du sérieux et aux questions de sécurité qui sont à la une mercredi toujours, puisque Bernard Cazeneuve a dévoilé les moyens déployés, effectifs et dispositifs pour l'Euro 2016 qui commence très bientôt. Écoutez. J'entends les objections formulées par ceux qui considèrent que ces fan zones auraient dû être abandonnées. Mais je pose à ce moment-là la question, comment escompterait-il que la sécurité de supporters dispersés en tout point des villes, dans des lieux ouverts et dont l'accès ne serait pas, par définition, contrôlé, puisse être assurée? Et bien entendu, nous nous réservons la possibilité, à tout moment, en fonction des informations dont nous pourrions disposer, d'adapter jusqu'à la dernière minute notre dispositif de manière à ce que la fête soit au rendez-vous par un haut niveau de sécurité garanti. Voilà, sur les fan zones qui cristallisent le débat, il a dit on les maintient, sauf événements exceptionnels. Vous pensez que le gouvernement prend un risque majeur en refusant d'annuler ces fan zones ou qu'au contraire, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison de tenir bon sur ces fan zones. Pourquoi ? Il y a des questions de sécurité. On va avoir des milliers, des millions de spectateurs français comme étrangers qui vont venir dans les villes qui organisent des matchs pour participer à la fête autour du match. Et pour ceux qui n'auront pas de billets pour entrer dans les stades, pour pouvoir regarder les matchs en question. Ministre de l'Intérieur le dit de façon très juste. Qu'est-ce que vous préférez ? Un endroit sécurisé, fermé, où on peut contrôler les accès, ou d'avoir 50 groupes, 300 groupes qui, au hasard d'une ville, se baladent, se rassemblent dans un endroit non prévu pour ça, pour regarder le match. Sincèrement, en termes de sécurité, je crois que la fan zone est beaucoup plus efficace. Premier point. Deuxième point, ne reculons pas devant la peur, devant le risque. C'est donner raison aux terroristes que de lâcher. Si on considère à un moment ou à un autre qu'on ne peut plus faire la fête en France, que la France ne peut plus organiser des manifestations internationales. Rappelez-vous, on a eu le même débat sur la COP21. Certains préconisaient de l'annuler en disant « Ouh là là, la COP21, c'est dangereux, ne faisons pas ». Non, au contraire, il faut faire pour ne pas donner gain de cause morale, politique aux terroristes et faire confiance, bien évidemment, aux forces de l'ordre. Et donc, je crois en effet que le gouvernement a raison de maintenir ces fan zones. C'est plus facile à sécuriser qu'une démultiplication de spectateurs partout dans une ville. Incontrôlable. Et deuxième élément, c'est effectivement tenir bon face à ceux qui veulent miner notre démocratie. Je laisse un peu les questions de sécurité d'un côté pour passer un peu aux prestations sociales. C'est une proposition de loi d'un sénateur LR, donc de votre parti, qui a été examinée cette semaine en commission. Il vise à renforcer les contrôles contre les fraudeurs. Sandra Sarkera nous explique tout cela. La fraude aux aides sociales, notamment le RSA, c'est plus de 140 millions d'euros chaque année. Pour lutter contre cette fraude, Éric Doligé, sénateur Les Républicains, propose de donner plus de pouvoir aux départements afin de sanctionner, voire supprimer les aides en cas d'abus. Aujourd'hui, les personnels de la CAF peuvent avoir des informations sur leurs ressortissants et ceux-ci peuvent être des bénéficiaires du RSA puisque c'est la CAF qui distribue les sommes que le Conseil général lui verse et le Conseil général n'a pas le moyen de contrôler et on lui refuse des informations. Donc l'objectif c'est qu'on ne puisse plus lui refuser de l'information et qu'il y ait du personnel agréé au Conseil général. À gauche, on estime que ce n'est pas la lutte contre la fraude sociale qui aidera à améliorer l'état des finances locales. Ça sera très modeste comme résultat et ça participe de ce courant de pensée générale qui est que y a beaucoup de gens essayent de frauder, de vivre sur le dos de l'État et du contribuable. Et bon, c'est pas ça les vrais problèmes de la France aujourd'hui. La proposition de loi sera débattue en séance le 31 mai prochain, mais certains départements n'ont pas attendu une loi pour agir,
Dans l'Eure et le Haut-Rhin, par exemple, les bénéficiaires du RSA se voient désormais réclamer des relevés bancaires pour justifier leur droit à percevoir cette allocation. Vous avez vu 2 exemples que vient de citer Sandra Cerqueira. C'est des exemples efficaces, selon vous? Il faut faire cela? En tout cas, c'est testé dans un département. Ouais. Donc regardons si ça a une efficacité ou pas. A priori, moi j'étais plutôt sceptique sur l'idée de demander le revenu bancaire, les relevés bancaires, pardon. Mais testons-le dans le département en question. On verra bien si ça marche ou ça ne marche pas. Un mot peut-être sur ce qu'a dit le sénateur socialiste que je trouve assez intéressant. Certes, je partage un point avec lui. C'est probablement une minorité qui fraude. Mais justement parce que les Français ont le sentiment que tout le monde fraude, que tout est indu, il faut être encore plus dur sur la fraude pour que les Français retrouvent le goût, l'esprit de la solidarité. Le RSA n'est pas un problème en soi. Le RSA, c'est l'engagement solidaire d'un pays vis-à-vis de ceux qui n'ont pas du tout de revenus. C'est une bonne chose. C'est pas de l'assistanat. C'est pas de l'assistanat. Mais le revenu de solidarité active est dans son principe miné, remis en cause par beaucoup de nos compatriotes parce qu'ils ont le sentiment que tout le monde fraude, que c'est indu pour tout le monde. Et donc, si nous voulons garantir ces principes de solidarité qui sont nécessaires dans notre pays pour les plus fragiles, il faut être très dur, très ferme contre les fraudeurs. Et même si ça ne repart pas beaucoup de sous au département, c'est pas grave. Au moins, les Français auront la certitude que le RSA est juste. Donc le département, c'est le bon échelon pour lutter contre ces fraudes qui, vous dites, sont le fait d'une minorité. En tout cas, c'est le département qui a la compétence sur le RSA. Donc c'est évidemment à cet échelon-là que la fraude doit s'organiser. Vous vous rappelez de ce que la lutte contre la fraude va s'organiser. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Laurent Wauquiez à propos de l'assistanat en règle générale? Il avait parlé de cancer de la société. Est-ce qu'il avait raison? J'aime pas ce mot, j'aime pas ces termes et j'aime pas cette accusation, entre guillemets, que l'on a contre tous ceux qui touchent des revenus de solidarité. Parce que là, on a 2 philosophies. La philosophie dans votre propre une personne qui a une fragilité intellectuelle, ce qu'on appelle les handicapés mentaux, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sucent le sang du système? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont dans cet assistanat cancer de la société? Non, c'est normal que vis-à-vis de ce type de public très fragile, l'État intervienne, le département intervienne pour les aider. Celui qui n'a pas de boulot depuis 5 ans, 10 ans, c'est normal de l'accompagner pour le retour à l'emploi. Et donc, quelle est l'idée? L'idée, c'est de se dire que nos valeurs de droite sont des valeurs où on souhaite que les gens travaillent parce qu'on considère que le travail, c'est l'émancipation humaine. Et donc, il faut positiver en disant que oui, il faut pousser. On peut avoir des différences en la matière. J'ai des différences, effectivement, de ce point de vue-là avec Laurent Wauquiez, où moi, je considère que le travail, c'est l'émancipation de l'homme. Et je ne souhaite pas avoir une démarche accusatoire contre les uns et les autres. Vous parliez de ligne politique. Oui au travail, oui à la solidarité, et très dur contre les fraudes, pour qu'effectivement, on n'ait pas d'amalgame RSA-fraudeur. Alors, on va parler d'une autre question un peu taboue, un peu serpent de mer, celle des rémunérations des grands patrons, qui revient dans le débat jeudi. Mieux encadrer les salaires des dirigeants d'entreprises publiques, cette mesure phare était à l'ordre du jour de la loi Sapin 2 qui vise à lutter contre la corruption. La loi Sapin 2 prévoit de protéger et d'accompagner les lanceurs d'alerte, ceux qui dénoncent les affaires de corruption. Sébastien Denaja, rapporteur du texte, propose que cette mission soit confiée aux défenseurs des droits. Nos travaux, nos auditions nous conduisent à vous proposer, dans cette proposition de loi organique, de faire du défenseur des droits, autorité constitutionnellement protégée et dont l'indépendance est garantie par notre Constitution et par un texte organique, donc de faire du défenseur des droits la clé de voûte de ce système de traitement et de protection. Sur l'autre disposition sensible, la rémunération des dirigeants, Michel Sapin a rappelé la volonté du gouvernement de légiférer, mais sans imposer de plafond. Une limitation par la loi du montant de la rémunération serait contraire à la liberté des contrats et la liberté du commerce et de l'industrie. Sébastien Denaja a exposé sa solution, rendre contraignantes les décisions des AG des actionnaires, disposition votée dans l'hémicycle. L'idée de cet amendement est claire, éviter ce qui s'est produit chez Renault, où le conseil d'administration a confirmé la rémunération de Carlos Ghosn, malgré l'avis contraire des actionnaires. Alors, est-ce que cette mesure votée en première lecture serait pour vous un progrès, rendre contraignantes les décisions des actionnaires? Non. Non. C'est clair. Enfin, c'est quand même La France est fascinante de ce point de vue-là. On a un exemple d'une entreprise, où le CA et l'AG ont pris des décisions divergentes. Renault en l'occurrence. Et si je comprends bien, parce qu'on a un exemple, 100% des boîtes vont être concernées par cette loi. Un problème surréaliste. C'est ça. On légifère pour un cas. On ne légifère pas pour avoir
en ayant réfléchi, en ayant consulté, en ayant travaillé, approfondi un sujet. On légifère au débeauté du jour au lendemain parce qu'il y a un cas qui a défrayé la chronique. Il faut en France qu'on arrête de gouverner sous prétexte qu'on a eu 24 heures de pression médiatique sur un sujet, où à chaque fois qu'on a une pression médiatique, hop, la réponse qu'il nous faut, un amendement, une petite loi. Qui plus est, insérer ce genre de procédure, de loi, dans un texte sur la corruption, l'image est désastreuse. Ça n'a rien à faire là. Donc, moi, j'avais cru comprendre, c'est pavlovien dans la milieu politique française maintenant. Qui a dit ça, hein. Dès qu'on a 48 heures de presse, poum, une loi. Ça devient délirant. Voilà. Je reprends une expression, c'est simplement une interview qu'a donnée Emmanuel Macron dans les Échos en début de semaine. Mais il a probablement raison, il faut arrêter de légiférer en permanence sur tout et sur rien, parce qu'il y a eu 48 heures de pression médiatique. On va passer maintenant au partenaire du SCAN qui nous a rejoint. Bonjour Jim Jarassé. Bonjour Mickaël. Dans un instant, après le jingle. Jim, c'est à vous. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. Vous portez un certain nombre de positions iconoclastes au sein de votre parti des Républicains. On se souvient que vous étiez prononcé pour le mariage pour tous en 2012. Plus récemment, vous êtes opposé à l'annulation du concert de Black M à Verdun, on s'en souvient aussi. Et vous l'avez dit, vous ne réclamez pas l'annulation, la fermeture des fan zones pour l'euro. Est-ce que finalement c'est ça être jupéiste, c'est prendre le contre-pied de la direction du parti, des sarkozystes, sur plusieurs sujets? Être jupéiste, c'est dire ce qu'on pense. C'est dans la majorité, c'est dans la minorité du parti, peu importe. On dit ce qu'on pense et on arrête peut-être de calculer en permanence les choses. Ah, mon électorat pense que, donc la majorité du parti pense que, donc je suis. Non. Le rôle d'un politique, c'est plutôt d'essayer de guider les choses et de dire ce qu'il pense, qu'il a au plus profond de lui-même, et de dire simplement sa vérité. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, j'allais vous dire quelque part. Il n'y a pas suffisamment de liberté de parole au sein du parti, selon vous? C'est pas une question de liberté de parole. Il y a souvent, c'est pas le parti qui est en cause en l'occurrence. On a une totale liberté de parole sous la direction de Nicolas Sarkozy. Ça pose aucun problème en la matière. C'est souvent les calculs que nous faisons les uns et les autres en se disant je reste dans la ligne ou je me cale par rapport à cette ligne, en pour ou en contre d'ailleurs. Il y en a certains qui se sont fait une spécialité du contre par principe. Nous, c'est pas la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, c'est juste, c'est pas juste, on veut pas, ben, on arbitre en fonction de ça. Alors, peut-être autre divergence que... Sur Black M, je vous rappelle que la position d'Alain Juppé n'était pas tout à fait la même que la mienne. Tout à fait. Autre divergence que vous avez peut-être avec certains de vos camarades, vous l'avez dit, vous ne réclamez pas le retrait de la loi travail. En 95, Alain Juppé avait fini par retirer la CD face à la rue sur la question des retraites. Est-ce qu'il avait eu tort? Oui. Je pense que nous avions eu tort, même si ça devenait intenable en 95, et j'étais pas suffisamment au fait des choses. Il fallait tenir. Ouais, effectivement. Je pense qu'il faut tenir. Vous savez, quelque part, mon raisonnement, ça vous paraît bizarre, mais Black M, l'OL Khomri, c'est finalement quelque part un peu le même. Ah bon? Je pense qu'il ne fallait pas inviter Black M pour les commémorations de 14-18. Mais une fois qu'on l'invite, on tient bon et on n'annule pas l'autorité de l'État devant qui est en jeu. Les mails qui remettent en cause. Ça s'appelle être droit dans ses bottes. Ça s'appelle quelque part, oui, droit dans ses bottes, ça s'appelle droit dans son autorité de l'État. Là encore, la loi El Khomri, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est un texte qui ne me paraît pas suffisamment aller assez loin, donc je ne le voterai pas. Est-ce que pour autant, il faut le remettre en cause sous prétexte que 50 casseurs, 300 casseurs veulent le retrait de ce texte de loi? Réponse non. Parce que sinon, c'est donner raison aux casseurs. Et ça me paraît totalement contraire sur la loi. À nos principes. Donc Alain Juppé n'aurait pas dû céder à la rue en 95. Il ne cédera pas à la rue si jamais il est élu en 2017 et qu'une contestation sociale massive se développe contre, par exemple, ces ordonnances sur le Code du travail. Revenons sur 95. 95, on a le même problème, si on veut être sincère, que le problème de François Hollande. La campagne électorale de Jacques Chirac est une campagne centrée sur ce qu'on a appelé la fracture sociale. On n'a pas vraiment annoncé pendant cette campagne électorale qu'on allait réformer les retraites, réformer les régimes spéciaux, réformer l'assurance maladie et serrer la vis budgétaire. Ce n'est pas du tout l'angle de la campagne électorale. Quand vous faites une campagne là et que vous gouvernez là, ça ne marche pas. Et si vous perdez votre légitimité à agir, vous devez céder malheureusement. Et donc, tout l'enjeu pour 2017, c'est quoi? Annoncer la couleur. C'est d'être précis, d'annoncer la couleur avant, de façon détaillée, chiffrée, quantifiée,
quitte à dire des choses qui font mal, quitte à dire des choses qui ne plaisent pas, si derrière on veut avoir la légitimité de le faire. Vous pensez que ça suffirait à empêcher une manifestation de colère sociale? Je ne sais pas si ça suffit à empêcher la manifestation de colère sociale, mais 2 remarques si vous le voulez bien. La première, c'est que le sous-entendu de ce type de réflexion, c'est quoi? Donc on ne fait rien. Il y a un risque de manif, il y a un risque de blocage, il y a un risque de grève, donc on ne fait rien. Ben, ce n'est pas ma conception de la vie politique, sinon je vais faire un autre métier, mais je ne vais pas commencer à me dire tiens, je réforme ça parce que c'est pas trop dangereux, ça c'est dangereux, j'y touche pas parce qu'il y a un risque de grève. Sinon on ne fait plus rien. Bon, premier élément. Deuxième élément, moi j'ai la perception, le sentiment, que si effectivement on a la légitimité populaire pour agir, la légitimité des urnes, on pourra agir, y compris face au blocage. Alain Juppé va recevoir Nathalie Kosciusko-Morizet aujourd'hui à Bordeaux. Ils vont se voir cet après-midi et dit-on dîner même ce soir ensemble. Est-ce qu'il faut y voir les prémices d'un rapprochement? Il faut y voir que cette primaire, c'est une compétition, pas un combat. Et si demain, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, qui vous voulez, viennent à Bordeaux ou ailleurs, bien évidemment que les uns et les autres se rencontreront. Un rapprochement Nous sommes dans le même parti, nous aurons vocation au lendemain de novembre à travailler ensemble pour préparer la présidentielle et à gouverner ensemble. On n'est pas en guerre. Elle doit pouvoir aller jusqu'au bout de sa candidature, elle doit pouvoir se présenter, c'est important selon vous? C'est important. D'avoir une cam dans le dispositif de la primaire? Bien sûr que c'est important. Mais donc, tout faire pour qu'elle soit candidate? À partir du moment où, comme tout le monde, elle a les parrainages. Si elle n'a pas les parrainages, malheureusement, elle ne pourra pas être candidate. Mais il n'y a pas de raison d'aider quiconque. On n'est pas là pour se donner, se refiler, mamailler, entre guillemets, sur des parrainages. Donc que chacun, effectivement, arrive à récupérer ses parrainages et le problème sera réglé. Dernière question. Dernière question. Emmanuel Macron lance ce week-end sa grande marche, son opération de porte-à-porte, en vue d'une hypothétique candidature, pourquoi pas. Est-ce que ce serait un challenger sérieux et peut-être dangereux pour Alain Juppé? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent partager un certain nombre de positions communes. Plus que les autres. Emmanuel Macron, s'il est candidat, représentera quand même plutôt la gauche, a priori. Nous représenterons quand même plutôt la droite. Oui, mais c'est dans le quand même plutôt. Est-ce que justement, il n'y a pas... Vous savez, avant qu'Emmanuel Macron soit candidat à l'élection présidentielle, je pense que de l'eau va couler sous les ponts. Il faut d'abord, si je comprends bien, que François Hollande n'y aille pas. Donc il faudrait qu'un président de la République sortant n'aille pas à la présidentielle. Pas simple quand même. Il faudrait que le Premier ministre n'aille pas. Pour que finalement, le troisième larron, entre guillemets, avec le soutien du PS, puisse y aller. Tout ça paraît quand même très hypothétique. Merci beaucoup. Merci Jim. Merci à vous. D'avoir été notre invité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parlement Hebdo. Très bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Ciao, ciao.